République finissante. Dès octobre est promulgué le premier statut des Juifs qui les stigmatise de multiples façons. L'armée allemande a exigé l'évacuation des zones côtières de tous les étrangers et des nomades qui sont assignés à résidence vers l'intérieur ou internés dans des camps de concentration. Oui, telle est bien la qualification du centre médical des Pins lors de l'arrivée de plusieurs centaines de personnes, des familles entières, souvent polonaises et catholiques. Il y a aussi de nombreuses familles nomades et quelques familles de juifs allemands, souvent âgés, qui seront autorisés à rentrer chez eux. Parmi eux, 3 enfants. Anya d'abord, qui a 2 ans, dont le père s'est engagé dans le bataillon des Polonais de l'armée française et a été fait prisonnier. Avec son frère et sa mère, comme la plupart des internés catholiques, elle est autorisée à sortir du camp et à s'établir dans une ferme où sa mère travaille dur pour nourrir sa famille, qui s'installera en Loir-et-Cher après la guerre. J'ai retrouvé Anya il y a quelques semaines. Elle est là aujourd'hui. Il y a aussi Léa Goldberg, enfant juive, et sa mère, Chaya, dont on ne connaît pas la date exacte d'arrivée au camp. Elle sera sauvée grâce au maire de Blois, Henri Drussy, qui, apprenant le départ à l'hôpital de Chaya, fait sortir l'enfant et la place dans la famille de Pierre Allard, administrateur de l'hôpital général à Blois-Vienne. Cette famille élèvera Léa, devenue Lisette, avec affection jusqu'à la libération. Aucune trace écrite n'existe de leur passage au pain, preuve de la parfaite préparation et réalisation de ce sauvetage. Nous avons des photos explicites quant au lieu où elles se trouvent, prises au printemps 1942, lors de la Pâque juive, fêtée au camp par toutes les familles, avec l'aide du rabbin Bloch de Poitiers. La photo, la voici. La famille Allard a reçu le titre de juste parmi les nations, décerné par l'État d'Israël à celles et ceux qui ont sauvé les Juifs pendant cette terrible période. Léa est là aujourd'hui aussi. Elle est venue d'Israël avec son mari et l'une de ses petites filles. Il y a aussi, je cite, un enfant de roulotte, comme le qualifie le médecin du camp, qui ne juge pas utile d'inscrire son nom dans le rapport qu'il adresse à la préfecture. Rapport dans lequel il annonce sa mort par manque de soins. Tous les nomades du camp ont été transférés à celui de Jargeau en mars 1941. Ils n'ont pas été poursuivis. Et puis, arrive le 12 mars 1942, en provenance du camp de Poitiers surchargé, 100 juifs, hommes, femmes, enfants, internés depuis le 15 juillet 1941, date à laquelle ils ont été arrêtés dans les lieux où ils étaient assignés à résidence. Parmi eux, Bert Schnapper, 20 ans, et son bébé de quelques mois, René, né à Poitiers et enfermé quelques semaines après. Berthe n'accepte pas son sort. Elle demande leur libération. Elles ne sont bien sûr coupables de rien. Sa mère écrit au préfet de Loir-et-Cher, elle dit « J'aime à espérer que vous daignerez prendre en considération la tragique situation de ma fille en la libérant avec son enfant. Et dans cette histoire, je vous prie d'aider, monsieur le préfet, avec mes remerciements anticipés, l'expression de ma très haute considération. Il semble qu'un avis favorable ait été donné, ma petite n'ayant pas 2 ans. Elle pouvait ne pas être déportable. C'est pourquoi, ne trouvant pas trace de leur départ, j'avais pensé qu'elles avaient pu échapper au sort des autres juifs du camp, tous déportés vers Auschwitz-Birkenau, après avoir été transférés à Pithiviers le 27 juillet 1942 sur ordre allemand par le préfet de Loir-et-Cher, Jacques-Félix Bussière. Et puis, est-ce le hasard? Un été en Finistère, j'ai été saisie par un article d'Ouest France par un homme habitant l'Andivisio. Il racontait le malheur de sa sœur Berthe, internée dans le centre de la France, avec sa petite fille Renée. Il disait que sa sœur avait envoyé de Drancy à sa mère une dernière carte avant son départ, pour une destination inconnue.
il n'avait cessé de les chercher, bien qu'il sache qu'elles avaient été déportées. J'ai immédiatement compris qui évoquait si douloureusement, et je l'ai contacté et rencontré, ainsi que sa fille Muriel. Depuis, j'ai vérifié tout cela, et je me suis rendue à l'évidence. Berthe et René aussi avaient été déportées, comme les autres, tous les autres. Elles n'ont pas été sauvées, elles sont parties vers la nuit et le brouillard d'Auschwitz pour y être méthodiquement assassinées. Voici ce que Berthe écrivait dans l'attente du départ. Chère maman, voilà sur moi la dernière lettre que je pourrais t'écrire, car je pars pour une destination inconnue. Je pars cette nuit vendredi. Ne t'inquiète pas plus, j'ai mon enfant avec moi, c'est beaucoup. La consolation, c'est que j'espère que vous rentrerez, que vous resterez. Ne m'envoyez plus rien. Je vous embrasse tous. Bernard, Jacques, et après j'ai un peu de mal à lire. Mais je crois que sa petite fille a la carte. Et toi, maman. Nous avons donc ajouté le nom de René Schnapper parmi ceux des enfants déportés du centre médical des Pins. Elle n'avait que 18 mois et sa maman l'aimait. Que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Que jamais plus ne puisse être conçu et appliquer une si effroyable machine à discriminer et tuer les Juifs, ni aucun des peuples de la terre. Monsieur le sous-préfet, monsieur le président du Conseil général, monsieur le vice-président du Conseil général, messieurs les députés, madame la présidente de l'association de recherche et d'études historiques sur la Shoah en Val-de-Loire, madame la directrice du centre d'études de recherche sur les camps d'internement dans le Loiret et la déportation juive, madame Léa Goldberg-Attali et sa famille, madame et monsieur Cornet et leurs enfants, mesdames, messieurs. C'est avec une grande émotion que nous sommes réunis ce matin pour évoquer la mémoire de René Schnapper, jeune enfant de 18 mois, interné avec sa maman Berthe en mars 1942, ici à la Motte-Beuvron, puis transféré à Pithiviers le 27 juillet, avant d'être déporté et assassiné à Auschwitz-Birkenau. Et à travers cette cérémonie, c'est toute l'histoire de la Shoah qui rejaillit. Aussi poignante que soit l'histoire de la petite Renée, comme l'a rappelé Mme Ferrand, elle n'est hélas pas unique, puisque plus de 100 juifs étaient internés sur ce site depuis le printemps 1942, victimes des lois antisémites de l'Allemagne nazie et du gouvernement de Vichy. Dès le début de la guerre et l'entrée en vigueur des lois sur l'internement des étrangers de race juive en 1940, ce qui était alors le sanatorium des Pins a été transformé en centre d'internement pour ceux que les nazis et leurs collaborateurs appelaient les indésirables. Désaffecté, cet établissement avait été choisi en raison de son isolement pour ne pas gêner la quiétude des habitants, selon le préfet de l'époque. Difficile de ne pas éprouver, comment dire, un certain malaise à l'idée qu'un certain nombre de personnes ne pouvaient ignorer ce qui se passait ici. Le 27 juillet 1942, alors que 98 juifs s'y trouvaient encore, le camp fut brutalement évacué vers Pithiviers. 54 personnes seront déportées vers Auschwitz et Birkenau pour le convoi numéro 13. Dès le 31 juillet jusqu'au 19 août, 38 autres personnes seront déportées et aucun ne survivra. Je remercie Mme Ferrand, grâce au travail de mémoire qu'elle mène depuis des années contre l'oubli. Nous sommes réunis ce matin. Elle se bat pour qu'aucun enfant ne soit oublié et elle a retracé avec beaucoup d'émotion et de courage les histoires parallèles de certains d'entre eux. Je salue la présence de François et Émilie Cornet, ainsi que celle de leurs 4 enfants, membres de la famille de René Schnapper, également celle de Mme Léa Goldberg-Attali, survivante de ce camp, sauvée par Henri de Russie, à l'époque maire de Blois, et qui fut mise à l'abri par Pierre Allard jusqu'à la libération. Merci Madame d'être venue d'Israël, jusqu'ici avec votre famille, pour apporter votre témoignage précieux. Je voudrais en faire remercier le groupe archéologique de recherche archéologique et d'histoire de la Sologne,
qui, en publiant un ouvrage en 2004 sur l'histoire du centre médical d'Épin, a effectué un devoir de mémoire indispensable. Sans cela, gageons que cet épisode ne se serait peut-être indéfiniment effacé de nos mémoires. Dorénavant, personne ne saurait oublier. Juive, il est d'usage à chaque occasion solennelle de bénir l'Éternel qui nous a donné la vie, qui nous a préservés jusqu'à ce jour et nous a permis d'atteindre cette occasion. Effectivement, nous attendions ce jour et cette occasion solennelle pour nous recueillir dans le souvenir des victimes de la Shoah et plus particulièrement de celui des martyrs qui sont passés par le camp de la Motte-Beuvron. Je venais à peine de naître à Trouville lorsqu'une horde de barbares, sans foi ni loi, envahit la France et l'Europe pour imposer leur idéologie raciste. D'après eux, je n'avais pas le droit de vivre, ni moi, ni ma famille, ni mon peuple. Et il leur fallait donc tous nous anéantir afin de purifier le monde. J'avais 2 ans quand la Normandie fut envahie. Et le premier souci de l'ennemi fut d'arrêter tous les Juifs et de les interner dans des camps de concentration sur le territoire français afin de les déporter vers les camps de la mort. Un fourgon nous transporta, ma mère et moi, de Trouville au camp de la Motte-Beuvron, tandis que mon père, qui portait l'étoile jaune, fut arrêté dans la rue le 16 juillet, dans la rafle du Veldiv, et après un court séjour à Drancy, il fut envoyé à Auschwitz. Il n'en reviendra jamais, et je n'ai donc aucun souvenir de lui. Les premiers jours à la Motte-Beuvron étaient plutôt paisibles, mais peu à peu, les nazis exigèrent d'aggraver les conditions de détention. Je me retrouvais donc séparée de ma mère, affamée, apeurée et délaissée, quand 2 anges sont apparus près de mon petit lit, Pierre et Blanchette Allard, des justes à l'âme pure et au cœur intègre, qui avaient été alertés par des hommes de bonne volonté, Raymond Éclin et Henri Drussy. Contrairement à ceux qui firent semblant de ne rien voir, ne rien entendre, ne rien savoir, eux ne se laissèrent pas intimider par les menaces et la violence des barbares, car pour eux la morale humaine était plus importante que la peur du danger. Ceux que j'ai appelés plus tard avec beaucoup d'amour, Papa Pierre, Maman Blanchette, ainsi que mon grand frère Claude, ses enfants sont là, Patrick et Vaïté, je crois, et je les remercie. Hélas, Claude est maintenant disparu. Ils m'ont sauvé de l'enfer, m'ont caché, m'ont élevé et m'ont chouchouté. Sans eux, je ne serais pas ici devant vous, et mon nom figurerait sur cette plaque commémorative. Hélas, tous les enfants qui étaient avec moi dans ce camp n'ont pas eu cette chance et sont tombés victimes de cette barbarie infâme et inexplicable. J'ai une pensée particulièrement émue pour la petite Renée Stapper qui avait 6 mois de moins que moi. J'ai probablement joué avec elle, puisque nous avons retrouvé une photo du camp sur laquelle nous figurons côte à côte. J'aimerais également rappeler le souvenir de Jacqueline Drussy, qui était comme une grande sœur et me promenait tout en aidant la résistance. Quand les Allards, au risque de leur vie, ont sauvé une toute petite fille, c'est un monde entier qu'ils ont sauvé, et même plusieurs dizaines de mondes. Ils ont permis à nos 6 enfants et à nos nombreux petits-enfants
ici représentés de venir au monde dans le but de l'améliorer et d'être justes eux aussi. C'est intentionnellement que nous avons demandé à notre petite fille Rachel de venir en pèlerinage avec nous, afin d'une part de réaliser ce qui s'est passé ici il y a 70 ans, mais également de prouver que malgré les terribles catastrophes qu'elle a engendrées, la solution finale a totalement échoué. Devenue mère de famille, j'ai pu constater qu'il n'est pas toujours facile d'élever son propre enfant, même dans des conditions normales. C'est alors que j'ai encore plus apprécié ceux qui m'ont élevé, moi, une petite étrangère, en période de guerre, au risque de leur vie, et qui de plus m'ont rendu leur propre initiative à ma chère maman. Mais la lutte entre les ténèbres et la lumière, entre les forces du mal et les hommes de bonne volonté n'est pas encore terminée. Il y a 70 ans, c'était le nazisme qui essayait d'exterminer le peuple d'Israël. 6 millions d'hommes, femmes et enfants disparaissaient en fumée. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons notre État. 6 millions de Juifs vivent libres dans le pays de leurs ancêtres. Nous avons appris qu'il vaut mieux savoir se défendre. Et depuis le roi David, notre capitale éternelle est et restera Jérusalem, où j'habite moi-même avec ma famille. L'étoile jaune qui devait représenter l'infamie est devenue l'étoile bleue du fier drapeau d'Israël. Mais voici que par un phénomène d'évolution, le démon des forces du mal réapparaît sous des noms nouveaux. Terrorisme, Al-Qaïda, Hezbollah, Hamas. Mais leur but n'a pas changé. C'est le culte du sang et de la mort. Et tout comme les nazis, ils essayent de nous massacrer, hommes, femmes et enfants, de nous jeter à la mer, de nous reprendre notre patrie. Parmi les milliers de victimes innocentes qu'ils ont réussi à assassiner, notre cher fils El-Hanan, innocent, désarmé, égorgé par 2 terroristes assoiffés de sang. Mais aujourd'hui comme alors, les barbares ne réussiront pas à éteindre notre amour de la vie, notre volonté de vivre, notre détermination de ne pas oublier et notre reconnaissance sans borne pour les justes à qui nous devons d'avoir survécu. Il me tient à cœur d'exprimer aujourd'hui mon infinie gratitude à Madame Yvette Ferrand et au docteur Alain Doucet qui ont travaillé d'arrache-pied pour que le souvenir soit perpétué. Merci aussi à Patrick et Maëva et à Croix, les enfants de mon grand frère Claude. Merci. Et permettez-moi de vous engager à venir voir de vos propres yeux le pays d'Israël. Et à cette occasion, je vous convie à venir nous rendre visite à notre domicile en vieille ville de Jérusalem. J'ai vu Uriel. J'ai vu Uriel. Oui, c'est. J'ai l'impression que je suis en train de passer la fiche un peu, mais je n'étais pas. Ah, d'accord. Bonjour. Merci d'être venu. Alors, moi, je vous dis comme ça, je n'ai rien préparé parce que je ne savais pas jusqu'à il y a 3 semaines que j'allais venir. Je viens aujourd'hui pour vous remercier au nom de mon grand-père qui aurait été tellement heureux de tous vous voir aujourd'hui. Je crois que c'est un projet qui lui tenait vraiment à cœur. Et je voulais remercier toutes les personnes qui en sont l'instigateur parce que je crois qu'il a vécu toute sa vie dans les fantômes de sa sœur avec les fantômes de sa sœur et de sa nièce. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était une manière
leur dire au revoir pour de vrai parce qu'il n'a pas de tombe, il n'avait pas d'endroit pour se recueillir. Donc voilà, je vous remercie tous, j'ai pas d'autres mots, je suis très émue parce que je pensais vraiment pas que ça revêtait autant d'importance pour autant de gens. Et je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour mes enfants, pour transmettre tout ce qui s'est passé, pour savoir que l'histoire aujourd'hui, ils y sont liés quelque part tragiquement, mais ils y sont liés quand même. Et je pense que c'est important aussi pour eux qui transmettent ça. Et voilà. Et je vais pas relire la lettre puisque Madame Ferrand l'a très bien fait. J'ai pas réussi à déchiffrer la fin. J'ai beaucoup de mal à déchiffrer la fin aussi parce que on voit très peu. J'imagine qu'elle... Enfin, quand j'ai lu cette lettre, moi la première fois, j'ai bien vu qu'elle savait probablement que c'était la dernière qu'elle écrirait. La carte a probablement été portée par mon grand-père toute sa vie dans son portefeuille parce qu'elle est dans un état de délitement complet. On ne voit même plus la date. Donc voilà, aujourd'hui c'est pour lui que je suis là. Et je vous remercie parce qu'il aurait aimé vous voir tous réunis pour elle. Voilà, merci. Juste pour dire qu'effectivement, parce que ces 6 millions de personnes, il n'y a plus de lieu, il n'y a pas de lieu pour aller se recueillir. Vous le savez maintenant, la petite Berthe, grâce à la pugnacité d'Yvette, a rejoint la salle dédiée aux 4400 enfants qui ont été internés à Pithiviers ou à Vaud-la-Rolande et qui ont été assassinés à Auschwitz. Et donc ce petit bout de visage que l'on aperçoit sur la photo a rejoint donc la petite case que nous lui avions réservée. Alors, on m'avait demandé un texte plutôt historique, toujours un petit peu difficile après cette émotion, mais je vais tout de même le faire. Donc il y a tout juste 70 ans et exactement 6 mois, le 27 juillet 1942, 98 personnes, dont 21 enfants, partent du camp donc de la Motte-Beuvron, on peut l'appeler comme cela, pour rejoindre celui de Pithiviers, donc dans le Loiret. 85 d'entre elles avaient été internées au préalable dans le camp de Poitiers, où intervenait le rabbin Bloch, ce qui explique qu'il y avait des liens, effectivement, entre le camp de la Motte-Beuvron et le rabbin Bloch. Elles sont arrivées à Poitiers le 15 juillet 1941. 15 juillet 1941. Et elles arrivent ici donc le 12 mars 1942. Retenez bien ces dates et retenez bien l'âge qu'avait la petite Renée, qu'avait Léa. Donc c'est une enfance passée dans les camps. Ce sont essentiellement des familles de Moselle, de Meurthe-et-Moselle, pour 81 personnes d'entre elles. Elles sont évacuées comme toutes les familles de ces départements, pas seulement les Juifs, hein, comme toutes les familles, elles sont évacuées au moment, évidemment, à l'automne 39. Ensuite, après l'armistice, toutes ces familles rentrent dans ces départements de l'Est de la France, mais certaines d'entre elles vont à nouveau être obligées de quitter ces départements parce qu'elles sont juives. Et que les autorités allemandes, pour le coup, allemandes, puisque ces départements sont rattachés au Reich allemand, vont être obligés de quitter ces départements pour en faire des territoires libres de juifs. Et à nouveau, ces familles, ne sachant pas où aller, vont retourner dans les départements où elles avaient été envoyées en exode. Donc elles sont refoulées de Gironde. Pourquoi? Parce que, vous le savez aussi sans doute, ces départements côtiers sont des départements interdits. Et interdits pour tout un tas de catégories de la population que sont les nomades, ce qui explique aussi qu'un certain nombre vont se retrouver notamment à Jargeau, mais également à la Motte-Beuvron, et puis évidemment les Juifs. Donc elles arrivent au sanatorium des Pins ici, donc en mars 1942. Je ne vais pas redire ce qui s'est déroulé au sanatorium, on l'a vu depuis tout à l'heure.
Et donc elles sont transférées le 27 janvier à Pithiviers. Le 27 juillet à Pithiviers. 27 juillet 42. Donc une date a été dite tout à l'heure, c'est la date, madame, à laquelle votre père a été arrêté à Paris. Vous le savez tous, le 16 et le 17 juillet 42, c'est la frappe du Veldiv, où sont arrêtées 13 000 personnes à Paris. Mais il y a eu d'autres arrestations en province, on va rester à Paris pour aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces 13 000 personnes, 8 000 vont être transférées depuis le Vélodrome d'hiver jusqu'au camp de Pithiviers de Bonne-la-Rolande. Ces deux camps sont censés, nous disent les rapports préfectoraux, ne pouvoir accueillir que 3 000 personnes. C'est 8 000 personnes qui vont arriver sur quelques jours, dont 4 000 enfants. Ça veut dire que les 98 personnes qui vont partir de la Motte-Beuvron pour le camp Pithiviers vont arriver dans un camp où le chaos le plus total existe. Il n'y a plus aucune place dans les chalets, il n'y a plus aucune place. Parce qu'elles arrivent le 27 juillet, donc elles arrivent bien après les familles du Veldiv. Donc en fait, les travaux récents démontrent qu'on va les mettre dans un hangar qui a été réquisitionné à proximité du camp et où on va entasser plus de 2000 personnes. Donc on a des témoignages écrits, puisque évidemment, vous le savez, toutes ces personnes déportées sont assassinées immédiatement à Auschwitz. On a des lettres qui ont été retrouvées et qui parlent effectivement des conditions terribles dans ces baraques. Je ne les décrirai évidemment pas ici. Alors d'après l'intendant de police Gendry, il y a environ 4800 personnes dans le camp Pithiviers au moment où arrivent les familles de la Motte-Beuvron. Alors comme les autres familles du Veldiv, ces familles ne vont pas forcément être déportées ensemble. Donc elles vont vivre le même démembrement. Vous savez qu'on a d'abord déporté les hommes, puis ensuite les mamans avec les grands adolescents, voire les grands adolescents tout seuls, et ensuite les plus jeunes enfants seuls. Donc effectivement, c'est le convoi 13, le convoi 14, le convoi 16, le convoi 20, le convoi 21. Donc toutes ces familles sont déportées de façon séparée. Et puis ça va continuer en septembre, le convoi 27, le convoi 34. Et là, le convoi 34, effectivement, il y a une vête,